Messieurs les ministres, on va donc ouvrir la discussion. Ce sera moi qui commencerai, puis suivi du rapporteur. Je vous proposerai de répondre à ces deux interventions. Et puis après, comme on l'a décidé dorénavant, il y aura intervention d'un groupe, réponse à ce groupe, etc., du tac au tac, avec le même temps de minutes que l'intervention du groupe. La première chose que je voulais dire, Bruno Le Maire, c'est je vous remercie d'avoir rappelé que nous étions beaucoup au printemps dernier, même avant le printemps d'ailleurs, à avoir contesté la manière dont il y avait eu des annulations de crédit. Alors je sais que sur le texte, à la lettre, c'était rendu possible par le pourcentage d'annulation qui était en deçà du déclenchement automatique d'un PLFR, mais sachant qu'après, il y avait eu des gels de crédit de fait. Je pense que les faits nous donnent raison quand nous demandions un débat démocratique à l'Assemblée nationale sur cette question en 2024. Je savais que vous étiez de cet avis et je regrette pour ma part que vous n'ayez pas été suivi, mais c'était une remarque de beaucoup de nos collègues. La deuxième chose, c'est que j'entends ce que vous dites, Thomas Cazenave, sur les documents qui nous ont été transmis. Mais sauf que le problème global, et vous nous aviez d'ailleurs prévenu par téléphone, donc ce n'est pas vous le responsable premier, mais c'est qu'on est en dehors de la loi organique. C'est-à-dire qu'on a maintenant quasiment 6 semaines de retard par rapport à la transmission de documents. Si on respecte la loi organique, c'est quand même ça la règle de départ. Et de ce point de vue, je dois le dire, je le dis solennellement, là c'est pas à vous, mais c'est plutôt, j'utilise cette commission pour le dire à M. Barnier, je souhaite vivement, je sais que mon homologue du Sénat dit la même chose, que les délais soient respectés pour le 1er octobre pour la transmission d'un budget, pour permettre que l'Assemblée nationale puisse jouer de manière complète son rôle en ayant le temps des débats, ce qui me paraît nécessaire. Bon, et de ce point de vue-là, on sait qu'il y a eu un budget qui a été préparé cet été à Bercy, vous avez anticipé les choses, donc il ne devrait pas être extrêmement compliqué, j'allais dire, d'accélérer les choses et de faire en sorte que nous ayons un budget. Et si vous nous avez effectivement transmis les documents, ce que nous remarquons, c'est que nous n'avons pas évidemment de tiré à part pour l'instant, parce que vous avez, et là je vous ai donné raison, attendu que le prochain gouvernement soit nommé pour nous les donner. Maintenant, il y a des lettres de plafond qui existent, qui ont été transmises. Avec le rapporteur général, nous les avons demandées au Premier ministre Attal. Nous allons donc transférer cette demande au Premier ministre Barnier. Et nous, pour la commission, je parle, nous allons exiger, si le tiré à part doit encore prendre du temps, que nous ayons ces lettres de plafond, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de détails. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Bien. Alors, sur la question de cette discussion, qui à la fois est une discussion sur le budget 2024, mais aussi un peu de bilan. D'ailleurs, vous l'avez largement fait, Bruno Le Maire. Bien. Si je reprends la question de la note et des différentiels donc, de chiffres annoncés par la note, je parle de la note du DGF, à la fois sur le budget économique d'été, puis il cite les budgets économiques d'hiver par rapport déjà au programme de stabilité. Ce que dit cette note, c'est qu'en réalité, cet écart, il était déjà annoncé. Si j'ai bien compris, il y a eu donc un BE en hiver, fin hiver-février, qui estimait qu'on aurait un déficit de 5,7% en 2023 et de 5,9% en 2025. Donc très loin déjà des 5,1% qui étaient prévus dans le programme de stabilité, de 4,1% prévus en 2025. Et la note de la DGF dit d'ailleurs qu'une des raisons de cet écart, c'est dû fortement au fait que le retrait des mesures non documentées, enfin qui parle des mesures non documentées qui avaient permis d'asseoir votre programme de stabilité. Donc j'ai une première question, c'est comment vous expliquez alors que nous avions tous expliqué que ces chiffres étaient optimistes si ce n'est fantaisistes, comment vous expliquez qu'on présente quand même des chiffres qui ne peuvent correspondre à une réalité et dès l'année en cours? Moi, j'aimerais bien vous entendre sur cette question. La deuxième chose, la raison que vous avancez sur cette augmentation de déficit, c'est les collectivités locales. Alors j'ai entendu, Thomas Cazenave, vous avez dit qu'il n'était pas des questions d'accuser les collectivités locales, etc. Mais enfin, c'est quand même eux qui sont pointés. Je note que la note de la DGF explique que la dépense des collectivités locales serait plus élevée qu'anticipée en 2024, à hauteur de 3,4 milliards,
sans compter les 2 milliards d'économies que vous aviez intégrés au programme de stabilité, et de 4,4 milliards en 2025. On n'en est donc pas à 16 milliards. Et je dois dire que j'aimerais avoir un retour de votre part, parce que les collectivités, au moment où vous annonciez qu'elles allaient contribuer à hauteur de 2 milliards à la baisse des dépenses publiques, vous disiez ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que la DGF n'a pas été indexée sur l'inflation. Ça ne sera pas possible pour les départements parce que la crise immobilière fait qu'il y aurait une rentrée moindre de la DMTO. Ça ne sera pas possible parce que on peut s'interroger sur, c'est en tout cas ce qu'estiment la plupart des associations de collectivités, sur la non-compensation intégrale de la CVAE et de la taxe d'habitation. Ce ne serait pas possible aussi parce que tout ça est assis, et d'ailleurs interroge sur le transfert qu'on a tendance de plus en plus à faire aussitôt qu'on supprime soit un impôt, soit on exonère sur la TVA, à partir du moment où la TVA reflue du fait même simplement que l'inflation diminue. Donc tout ça, ça a été averti, quoi. Et je rappelle, et vous l'avez dit, Thomas Cazenave, ce n'est pas des déficits en tant que tels, effectivement. C'est qu'elles vont puiser dans leur épargne, ce n'est pas l'État qui va compenser, même si ça rentre dans le solde négatif au sens maastrichtien du terme. Mais je trouve que les collectivités, quelque part, ont beau dos par rapport à cette prévision. Donc la question qui revient, que note la direction générale, et que nous notons depuis pas mal de temps, c'est que le problème global, et vous le dites, c'est qu'il y a moins de recettes. François Heccal, qui a été auditionné par la commission qui était chargée, mise en place notamment à la demande des Républicains, qui ne peut pas être crédité d'être un économiste antilibéral, expliquait lors de l'audition de cette commission qui a donc été malheureusement arrêtée, que le déficit en France, je vais dire hors dette exceptionnelle Covid, mais que le déficit en France, qui s'accroît depuis des années, il est dû principalement non pas à la hausse des dépenses publiques, mais à la baisse des recettes. Bien. Et la baisse des recettes, c'est une décision aussi politique. Cette baisse des recettes, elle a notamment été par la baisse de l'impôt sur les sociétés, par les cadeaux fiscaux au capital, etc. Vous connaissez notre protestation. Et si on n'avait pas fait ces baisses de recettes, tout simplement aujourd'hui, nous serions en dessous de 3% de déficit. Donc à partir de cette question, moi je vous interroge, vous proposez pour 2024 encore plus de dépenses publiques. La dépense publique, l'an dernier, elle a reculé de 1,5%. Les recettes ont reculé de 2% par rapport au PIB. Bien. Donc ma question, c'est, à partir du moment où vous faites cette politique, j'allais dire, est-ce que finalement, vous ne craignez pas, moi je le crains, et d'ailleurs l'OFCE annonce que si on baisse de 30 milliards l'an prochain les dépenses publiques, il peut y avoir un effet récessif de 0,5% sur la croissance. Est-ce que vous ne craignez pas que les baisses de dépenses publiques entraînent plus de déficit, autrement dit que l'austérité entraîne plus d'austérité dans un moment où il y a un reflux de l'activité économique? Et pourquoi ne pas faire face à la vraie question qui nous est posée, c'est-à-dire la baisse des recettes? Et de ce point de vue-là, je vais conclure. Je ne vais pas conclure. Baisse des recettes, je le dis comme ça à mes collègues, c'est la question que je voulais vous poser, parce que Bruno Le Maire, je sais que vous avez un avis sur la question, c'est que si, en 2024, on faisait en sorte que les 16,7 milliards qui ont été gelés en termes d'annulation, ont été gelés, soient annulés intégralement, qui se rajouteraient aux 10 milliards, juste pour information et calcul, cela donnerait quand même une baisse des budgets du sport de 18,9%. Asile, immigration, 17,5%. Je sais que certains seraient satisfaits ici. Aide publique au développement, 17,3%. Écologie, 14%. Outre-mer, 11%. Cohésion territoire, 7,5%. Travail-emploi, 6,8%. Et des ministères seraient moins impactés en termes de pourcentage, mais en termes de volume, ça serait énorme. L'éducation, ça serait 1,100 milliards. La recherche et l'enseignement supérieur, par exemple, ça serait 1,3 milliard si toutes ces sommes étaient annulées. Autrement dit, ça serait une ponction de dépenses publiques qui serait évidemment, qui aurait un impact très fort sur l'économie et évidemment aussi sur le rôle de ces ministères. Et je vais terminer par une petite question que je voulais vous poser, Bruno Le Maire, avec un graphique que je proposais de présenter et qui finalement correspond aussi à la politique que vous avez défendue. Alors, je ne sais pas si le graphique va venir, je l'espère. Bien, que j'ai recalculé à partir de données du journal Challenge et à partir des données de l'INSEE, bien, et qui correspond finalement à la politique que vous avez défendue avec honnêteté, j'ai pas de souci là-dessus, on n'était pas en accord, mais dite de la compétitivité, c'est-à-dire comment on favorise les revenus capital pour espérer
être compétitif, que les revenus du capital viennent, qu'à partir de là, il y ait ça sourit à l'investissement et demain à l'emploi. On se rappelle des phrases d'Helmut Schmidt. Alors ces chiffres, ils sont simples. Ils montrent, diagramme à l'appui, qu'entre 2017 et aujourd'hui 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée environ de 20% en 2017, je ne regarde pas visuellement, à aujourd'hui plus de 45%. Ma question, Bruno Le Maire, elle est celle-ci. Ça coûte de l'argent, indéniablement. C'est-à-dire que c'est fait en partie par justement la flat tax et tout ce qui a pu avantager les revenus du capital. Est-ce que vous croyez vraiment que l'enjeu en vaut la chandelle? Autrement dit, est-ce que les cadeaux fiscaux et le patrimoine le transfert de richesse nationale qui part dans ce patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes a un impact d'un tel impact, d'une telle proportion sur l'emploi, sur l'investissement, etc. Ma réponse, c'est non, mais j'attends votre retour parce que ça, c'est le bilan de votre bilan économique et budgétaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on emploie le terme de bilan. Je rappelle qu'ici, nous parlons du bilan sur les finances publiques. On pourrait parler du bilan économique, puisque j'ai été ministre des Finances, mais aussi ministre de l'économie pendant 7 ans. Et on pourrait mettre en avant le fait que depuis 7 ans, la France a une croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, supérieure à celle de la Grande-Bretagne, supérieure à celle de l'Italie. Je pense que c'est la preuve de l'efficacité de notre politique économique que nous avons poursuivie avec beaucoup de constance, avec la majorité, avec le Président de la République, avec les Premiers ministres successifs. On pourrait rappeler que l'emploi et le chômage ne sont plus un problème en France, alors que le chômage était un facteur d'anxiété majeur dans notre pays. On pourrait rappeler que pour la première fois depuis 40 ans, nous rouvrons des usines dans notre pays, 201 usines qui ont été ouvertes depuis 2017, et que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça, ce sont des faits. Donc, ce n'est pas le lieu ni l'heure de faire le bilan, mais puisque vous employez ce terme, je rappelle qu'un bilan, il doit être complet, pas partiel. Et je reviens en finances publiques aux questions que vous m'avez posées. D'abord, sur les délais. Avec le Premier ministre, Gabriel Attal, nous avons fait très attention à tenir les délais. Et nous avons, cet été, avec Thomas Cazenave, fait tout le nécessaire pour que les délais puissent être tenus. Vous tenez au délai du 1er octobre, une fois encore, ce n'est pas à moi de décider. Simplement, nous avons travaillé tout l'été avec Gabriel Attal et avec Thomas Cazenave et avec la majorité pour que le budget puisse être présenté en temps et en heure. Après, c'est au nouveau gouvernement de prendre des décisions sur les délais. Ce n'est pas à moi de me prononcer, mais je tenais à partir du ministère de l'économie et des finances en laissant les choses en l'ordre et un calendrier qui puisse être tenu. De la même façon, sur les crédits et sur les lettres plafonds, nous avons fait le choix avec Gabriel Attal d'envoyer les lettres plafonds pour permettre justement au calendrier d'être respecté. Nous avons fait le choix de mesures d'économie qui sont très significatives. Si le prochain gouvernement veut faire des choix différents, c'est à lui qu'il appartient de faire ses choix, ce n'est pas à moi. Mais tout est en ordre. Il y a juste maintenant à transmettre et à avancer. Sur les deux notes des budgets économiques d'hiver et des budgets économiques d'été. Alors je ne vais pas revenir trop longuement sur les budgets économiques d'hiver, parce que ça m'a valu 3h30 d'audition à la Commission des finances du Sénat, ce qui est toujours un grand plaisir, mais on ne va peut-être pas y passer 3h30. On a observé, vous le savez tous, un décalage sur les recettes en 2023 très important, de 20 milliards d'euros. J'ai reconnu que c'était un accident et qu'il ne devait pas se renouveler et qu'il posait un vrai problème. Et nous avons immédiatement apporté une réponse. La réponse a été les 25 milliards d'euros d'économies qui nous permettent de tenir la trajectoire budgétaire. Et je le redis, pour les 10 derniers milliards de ces 25 milliards, je partage votre avis, je pense qu'une loi de finances rectificative aurait été plus sûre et plus efficace. Mais nous avons tenu compte de ces chiffres et pris les mesures nécessaires pour tenir la ligne sur les finances publiques. Sur les budgets économiques d'été de 2024, je le redis, ce n'est pas une prévision officielle, c'est une estimation qui est à prendre avec toute la prudence nécessaire. Moi, je vous donne une nouvelle fois mes recommandations. À partir du moment où il y a une incertitude sur les recettes et une réalité sur les dépenses des collectivités locales, ma recommandation,
c'est une loi de finances rectificative pour avoir des recettes fiscales supplémentaires dès septembre, la crime et les rachats d'actions. C'est utiliser les crédits qui ont été mis en réserve en gelant ce qui vous paraîtra nécessaire d'annuler et non plus simplement de geler. Et c'est la réunion du Haut Conseil des finances publiques locales pour voir avec elle quelles mesures peuvent être prises sans affecter en particulier les petites communes ou les départements qui peuvent être en grande difficulté parce qu'on a des DMTO qui baissent et des dépenses sociales qui augmentent. Ensuite, sur les moindres recettes. Le budget de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros depuis 2019. Donc quand on me dit que c'est insurmontable de faire 10 milliards d'euros d'économies, c'est 10% de l'augmentation du budget de l'État depuis 2019. Donc c'est étonnant parce que quand on dépense, c'est jamais vertigineux, mais quand on économise, c'est toujours trop. Quand on dépense 100 milliards, on m'explique que c'est rien, mais quand on va en économiser 10, alors là, c'est une montagne insurmontable. C'est ça le problème français. L'économie est difficile, la dépense est toujours aisée. Il faudrait arriver à renverser les choses et à se dire très honnêtement, franchement, depuis 2019, la dépense de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros. Donc peut-être que sur cette dépense, on peut en économiser 10, 15, 20 pour retrouver une trajectoire qui soit plus raisonnable. Et il faut tout simplement faire des choix. C'est ça le plus difficile. C'est-à-dire pas dire tout est possible, mais dire ça c'est prioritaire, et ça en revanche, eh bien on va y renoncer parce que c'est trop coûteux et que ça ne permet pas de financer des priorités. Je donne un exemple, j'y suis très attaché. Le président de la République a fait le choix de doubler le budget des armées. Moi, je souscris totalement à cette politique. Je pense qu'on a besoin de protéger nos compatriotes et que l'environnement géopolitique étant très difficile, il est préférable d'avoir des armées qui sont en bon ordre de marche avec les équipements nécessaires. Mais si on double le budget des armées d'un côté, il faut être capable de faire des économies ailleurs. Ça s'appelle le choix politique. Et ce qui fait le plus défaut à nos finances publiques, c'est le choix politique. Tout n'est pas possible. Il faut choisir. Et d'ailleurs, gouverner, c'est choisir. Enfin, sur le graphique que vous m'avez présenté, c'est là que nous avons une différence politique majeure. Moi, ça me réjouit de voir que la richesse augmente en France. C'est toute la différence. De voir que nos grandes entreprises, que ce soit LVMH, Airbus, L'Oréal, Lactalis, réussissent. Et tant mieux. Alors oui, effectivement, moi, je considère qu'il faut d'abord produire la richesse avant de la redistribuer. D'autres estiment qu'il faut toujours plus redistribuer avant même de créer. C'est un des grands débats politiques que nous pouvons avoir. Ce que je constate simplement, c'est que la part de la richesse captée par les 1% les plus riches en France a diminué entre 2000 et 2022, là où elle a augmenté en Allemagne ou aux États-Unis. Ce que je constate, c'est que nous sommes le seul pays de l'OCDE où les écarts de richesse avant redistribution sont de 1 à 18 et après redistribution de 1 à 3. Aucun pays ne redistribue autant que nous. Si on veut continuer à redistribuer et donc à protéger, il faut d'abord produire des richesses. Merci. Et Graham, ce n'était pas l'augmentation de la richesse, l'augmentation du patrimoine des plus riches dans la richesse. Je précise. Peut-être deux compléments pour répondre à vos questions, Monsieur le Président. D'abord, il faut bien comprendre ce que c'est la note budget économique d'été ou d'hiver. Parce que là, sinon, je pense qu'on fait des erreurs d'interprétation. Quand on dit, ils sont en train de vous dire, votre déficit public sera par exemple à 5,6%. Ce qu'on appelle la politique inchangée. C'est-à-dire, si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer sur le déficit public. Et cet hiver, c'est ce qu'ils ont écrit. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris des décisions. On a pris des décisions d'annulation. Et donc, on a mis en réserve des crédits. Donc, vraiment, il faut les regarder avec beaucoup de précaution parce que ça ne dit pas ce que ça va donner. Ça dit si vous ne faites rien. Mais il n'y a jamais de situation dans laquelle on ne fait rien. Du moins, ce n'est pas ce que nous avons proposé. Deuxième élément, sur la transmission, Monsieur le Président, le fameux tiré à part, on vous a donné en fait l'équivalent du tiré à part. On l'a fait, mais sans que ça s'appelle, c'est du Canada Dry de tirer à part. Voilà, Monsieur le rapporteur général. Je pense qu'on vous a donné tout ce que nous avions, hormis les lettres plafond que vous avez demandées au Premier ministre, puisque c'est lui qui les a adressées. Mais pour tout le reste, vous avez les informations qui auraient été communiquées dans un tiré à part. Mais on a considéré que c'était le premier acte politique d'un projet de loi de finances et qu'il revenait à un Premier ministre de le faire. Mais je crois qu'avec les 250 notes que vous avons adressées, vous avez
tous les éléments d'information pour préparer en amont le débat budgétaire. D'ailleurs, bien mieux que les autres, je crois que les autres années. Vous n'avez jamais reçu autant d'informations, je pense, ici pour préparer. Et enfin, dernier élément de réponse sur les collectivités territoriales, Monsieur le Président. En fait, dans les dernières estimations du Trésor, il s'appuyait sur les budgets primitifs des collectivités, c'est-à-dire ce qui avait été voté dans les collectivités. Et aujourd'hui, ce que nous avons à disposition, c'est l'exécuté, qui remonte grâce à la Direction générale des finances publiques. Et nous ne sommes pas sur une augmentation de plus de 4%, ce qui était dans les budgets primitifs, mais plutôt de 7% sur les dépenses de fonctionnement, 15% sur les dépenses d'investissement. Et en 2021, les collectivités territoriales, c'était un excédent de plus de 4 milliards d'euros. En 2022, de plus de 3 milliards d'euros. Et ce qui est vraiment inédit face à nous, et ce qui va impacter le déficit public, c'est que ce déficit tombe à un niveau exceptionnel. 20 milliards d'euros, c'est un niveau exceptionnel, je le redis, que nous n'avons jamais connu. Et donc, ça a un impact sur le déficit public. Et enfin, pour vous répondre sur les baisses de recettes, je le redis ici, y compris dans les dernières baisses de recettes que nous avons constatées, ce n'est pas le taux qui est en question, Monsieur le Président. On n'a pas baissé le taux de la TVA, par exemple, ni là le taux de l'IS en 23 ou en 24. C'est bien la base taxable qui, elle, s'est rétrécie d'une certaine manière. Donc ce n'est pas la question vraiment de la politique fiscale, mais bien des mouvements économiques, de la composition de la croissance et des élasticités qui ont été bouleversées par l'après-Covid, alors qu'elles avaient été stables pendant les 30 dernières années. Bien. J'aurais des choses à vous dire, mais je ne vais pas préempter le temps. Monsieur le rapporteur.